Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 27 novembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction cours d'appel de Niamey qui a servi de cadre ce matin à une cérémonie de prestation de serment du conseil du directeur général de l'autorité de régulation du secteur du transport. Une cérémonie en présence des autres membres de cette institution. Faisons le point avec Alice Ibrahim et Sadou Doumi. Le secteur du transport est essentiel pour l'épanouissement des populations, mais également de l'économie. Afin d'atteindre un degré satisfaisant dans le secteur du transport, l'État a mis en place l'autorité de régulation du secteur des transports, ARST. Après la prestation de serment des membres du conseil de cette autorité en juillet passé, c'est au tour aujourd'hui du directeur général de l'autorité de régulation du secteur des transports de répondre aux exigences de la prestation de serment à la cour d'appel de Niamey. Pour cette circonstance, le premier président de la cour d'appel, Gaya Kouaïsadou, a rappelé les dispositions de la loi. Ensuite, ce fut au tour du procureur général de la cour d'appel, Tanko Amadou Serge, de dire à Ila Abdoulaye ce qui est attendu de lui. Vous êtes chargé de promouvoir le développement de ce secteur des transports. Vous tenez de ce fait un levier de l'économie de notre pays. On attend de vous et de vous le respect strict des textes, l'objectivité, la transparence et la non-discrimination lors de la délivrance des autorisations et des licences. On attend de vous également la garantie d'une concurrence saine et loyale. Monsieur le Président, nous dirons à M. Ida Abdoulaye qu'il est défendu la collusion avec les opérateurs, la corruption active ou passive ou toute infraction assimilable. Ensuite, après avoir prêté serment, le nouveau directeur général de l'ARST a brièvement présenté l'autorité qu'il dirige et les actes qu'ils auront à poser pour améliorer le secteur des transports. Par rapport à l'autorité de régulation des secteurs des transports, c'est un instrument que les autorités de notre pays ont voulu mettre en place pour accompagner le secteur public afin de faciliter la mise en œuvre des différentes politiques. Et cet instrument, je n'en doute pas, vous avez écouté le juge qui avait dit que le Conseil a prêté serment depuis juillet. Donc nous sommes l'organe exécutif. Nous avons été nommés tout récemment et nous venons de prêter serment. Donc pour la mise en œuvre, nous serons obligés d'élaborer une stratégie de régulation. Et c'est sur la base de cette stratégie de régulation que nous allons étaler notre plan d'action. Enfin, après les félicitations formulées par le premier président de la cour d'appel de Niamey, Gaya Kouaïsadou, plusieurs autres personnes présentes à cette cérémonie se sont succédées pour le congratuler. L'ambassadeur de l'Union européenne, accompagné de sa délégation, a visité ce matin le siège de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales et la maison de refuge des survivantes de violences. Une visite qui rentre dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur les genres. Le résumé de cette visite avec Arietta Salah et Halidou Bourema. La première étape de cette visite de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne au Niger à l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a été les locaux de la dite ONG. De la salle de formation en passant par le musée des trophées et distinctions reçus par l'ONG, l'ambassadeur et sa délégation ont eu droit à des informations fournies sur le combat et le parcours glorieux de SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes et pour une société nigérienne sans violence. Après cet exposé de la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants sur les activités phares de son organisation, toute la délégation s'est rendue à pied à la maison de refuge de survivantes de violences. Denisa Elena Yonette, ambassadeur de l'Union européenne, a été briefée sur le vécu et la prise en charge de ces survivantes au niveau de cette maison de refuge avant de prendre connaissance du comité de séjour de la dite maison.
Dans son mot de bienvenue, la présidente de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales se réjouit de cette visite historique de la délégation de l'Union européenne qui dénote de l'intérêt que celle-ci porte à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mariama Moussa a ensuite énuméré les défis à relever et la pertinence de l'accompagnement. Nos défis sont nombreux. La prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre nécessite des moyens considérables. Leur hébergement temporaire suppose des mesures de sécurité onéreuses. L'alimentation des survivantes de violences basées sur le genre ainsi que leur réinsertion socio-économique constitue un autre volet important de nos activités. Nous avons entrepris la construction de la Maison de l'Espoir qui sera un refuge pour les survivantes de violences basées sur le genre. Excellence Madame l'ambassadeur, encore une fois, soyez remerciés de cette visite chaleureuse qui nous réconforte. Nous vous demandons d'être notre interprète auprès de la délégation de l'Union européenne concernant nos espoirs de soutien. Très ému, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a indiqué la complexité de ce combat et félicité SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales pour sa dynamique positive. Les témoignages que j'ai entendus montrent une fois de plus comment les violences basées sur le genre sont complexes, sont multifacetées, différentes formes, différentes causalités. Et c'est pour cela que les combattre, les prévenir avant tout, et les combattre et s'assurer de la réinsertion, la récupération complète des victimes est aussi quelque chose de très complexe et aussi de très délicat. Je suis diplomate, ambassadeur, mais je suis aussi mère, je suis femme, je suis médecin et je pense que cet espoir, c'est celle qui me motive de continuer tous les jours et de mettre plus d'énergie. C'est le contact humain et la chaleur et la volonté d'avancer et de réaliser pleinement les droits des femmes. Cette visite de la délégation de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. Une autre visite toujours ce matin, c'est celle des étudiants de l'école de communication et de management ESCOM à la Chambre de commerce et d'industrie. Une visite dans le cadre de leur formation, nous rapportent Hamza Sakou et Aboubakar Soleil. C'est dans le cadre d'approfondir leurs connaissances sur l'entrepreneuriat et mettre en pratique l'enseignement reçu que l'École supérieure de communication et de management a effectué cette visite guidée à la Chambre de commerce du Niger. Nous avons décidé de visiter la Chambre de commerce comme ça fait partie de notre programme. Chaque année, nous amenons des étudiants à visiter des entreprises publiques tout comme privées. Et ça fait partie du cadre de la formation. Nous avons une formation théorique à l'école que nous faisons. Et aussi, il y a les stages qu'on envoie des étudiants. Et aussi, il y a des visites d'entreprises pour au moins que les étudiants arrivent à comprendre comment fonctionnent les entreprises publiques et privées. L'objectif visé ici, c'est pour qu'au moins les étudiants qui sont venus puissent vraiment s'imprégner de la pratique des entreprises. Et c'est des étudiants professionnels comme vous voyez. Donc il faut qu'ils sachent que l'entreprise, voilà l'objectif et voilà comment on crée l'entreprise. Et à la fin de leur formation, qu'au moins qu'ils arrivent à avoir une idée de créer une entreprise pour eux-mêmes et qu'ils arrivent à travailler soit en société, en groupe. Cette visite s'est déroulée dans plusieurs services de cette institution, notamment celui de la maison de l'entreprise qui a accueilli ces étudiants qui sortent édifiés et satisfaits. Je suis vraiment satisfaite d'avoir visité la maison de chambre de commerce. Merci vraiment à l'ESCOM et merci aussi à l'équipe de la chambre de commerce et de l'industrie. Nous avons visité les différents départements qui constituent la chambre de commerce du Niger. Nous avons fait une petite formation, donc ils nous ont donné le but principal, comment créer une entreprise et comment se formaliser, puisqu'on est dans un monde où l'informalité n'existe plus. On est vraiment satisfait car on a visité des endroits vraiment impeccables et on était bien accueillis. On a atteint parce qu'on va pouvoir créer notre propre entreprise, des choses qu'on n'a pas vraiment eu envie de faire depuis, mais vu qu'on est venu aujourd'hui passer la visite, vraiment moi je suis motivée. Je pense bien que les camarades aussi sont motivés pour créer leur entreprise. Par rapport à la visite dont nous avons effectuée aujourd'hui,
Personnellement, moi je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai mis pied ici à la Chambre de commerce et vraiment je suis satisfait puisque dans un premier temps nous sommes dans un monde où c'est le professionnalisme qui domine et c'est là nous avons pris part de cette activité et nous avons déjà une idée de savoir comment créer une entreprise. Et dans les prochains jours à venir, nous qui sommes jeunes, nous sommes prêts à créer notre propre entreprise. La Chambre de commerce du Niger invite l'ensemble des étudiants professionnels à visiter plus leur institution afin de créer leur entreprise sans difficulté. Inauguration cet après-midi au quartier Losogungu Magama, 6 au premier arrondissement communal de la ville de Niamey, d'une mosquée et d'un château d'eau. Ces réalisations sont l'œuvre d'un Saoudien en partenariat avec l'entreprise Abar Shihad Al-Qahir au Niger. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Soucieux de la pratique de l'islam dans des conditions décentes par la Oumma islamique, un magnanime saoudien du nom de Abdallah Aïd Abdallah Al-Imran vient ainsi doter le quartier Losogungu Magma de la périphérie de Niamey d'importants ouvrages minutieusement exécutés par l'antenne nigérienne de l'entreprise Abar Shihab Al-Khair. Aussi, c'est par une prière de l'Asr qu'a eu lieu l'inauguration de ce joyau en présence des populations bénéficiaires. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم يوم الأربعاء طبعا 27 شهر 11 2019 ميلادي، نقوم بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى بافتتاح مسجد جامع عبد الله عائد عبد الله آل مرعان مع بير عميق ارتوازي، والحمد لله يعني كما تشاهدون لم يبقى إلا من لم يسمعه الخبر بهذا Nous sommes réunis ce soir au quartier Goudel de Niamey, Losogungu précisément, pour assister à l'ouverture de la mosquée qui est financée par la Jamia Abdallah Aïd, Abdallah Al-Imran, et plus un château d'eau que vous voyez ici, au bénéfice des populations de ce quartier. Et comme vous l'avez vu, l'assistance est massive, le besoin est précis, la population a répondu. Donc ils ont bénéficié de ces deux joyaux dont ils sont très très contents. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser au centuple les bailleurs de ces deux projets et que ça soit pour eux, n'est-ce pas, un moyen qui les amènerait au Jannat Firdaus et que ça soit pour eux une ouverture pour l'abondance aussi de leur richesse. Nous lançons un appel, vibrant appel à la population, n'est-ce pas, de ce quartier pour que d'abord ils fassent vivre la mosquée. C'est-à-dire qu'ils y prient régulièrement dedans et que les femmes puissent, et les hommes, les enfants puissent bénéficier de l'eau ici pour assurer une agréable, n'est-ce pas, vie dans ce quartier. Les leaders religieux et coutumiers du quartier n'ont pas manqué à leur tour de louer cette importante réalisation tout en priant Allah le Tout-Puissant pour qu'il récompense le généreux donateur. La population, elle, commence déjà à profiter d'une eau potable gracieusement mise à leur disposition. بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية. Nous vous amenons à la découverte d'un jeune artiste. Il est spécialisé dans le dessin. Il a été rencontré par nos reporters Aboukar Soleil et Abdourazak Hamidou Léo. Du papier, un crayon et le jeune Ahmed Gissa vous donnent de l'art. Du haut de ses 22 ans, ce jeune dessinateur nigérien originaire d'Abalak, Tawa, fait montre de toute l'étendue de son talent. Très adroit et habile de ses mains, il arrive à concilier art et études avec brio. Néanmoins, Ahmed lance un cri de cœur. Je vais vraiment c'est d'intégrer une école d'art. Malheureusement, ici au Niger, nous n'en avons pas. Il faut à l'extérieur. Ce que je veux pour aller loin dans ce sens et suivre ma passion. Je pense que je peux aller loin dans ce sens. Beaucoup sont passés sous ses crayons, des artistes chanteurs, des politiciens, des hommes célèbres ou des amis. Le jeune Ahmed Gissa, talentueux jusqu'au bout des doigts, montre une fois de plus, si besoin est, que le Niger regorge d'incroyables talents.
En prélude à la 3e édition du Grand Marathon du Ténéré qui se tiendra le 29 novembre prochain à Agadez, les organisateurs étaient face à la presse ce mercredi au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Roch de Niamey pour faire le point. Retrouvons Abdrazak Kamil Léo, mais cette fois-ci avec Chebou Guisso. La présente conférence de presse se tient en prélude à la 3e édition du Grand Marathon du Ténéré. Courir pour la paix dans le plus grand désert du monde, le Ténéré. Un événement qui, depuis maintenant 3 ans, rassemble des centaines de personnes autour d'un même idéal, la paix. C'est un événement sportif, culturel, qui se court chaque 2 ans dans la ville d'Agadez. Donc ce marathon a pour objectif de renforcer la paix, la cohésion entre les communautés, de redynamiser le secteur du tourisme, qui est l'activité phare de cette région, qui depuis un moment nous l'avons perdu. À travers le GMT, nous voulons proposer la destination Agadez aux athlètes déjà dans un premier temps parce que l'événement à lui-même est national. Ce sont les 8 régions du Niger, représentées par des équipes féminines et des équipes masculines qui se retrouvent chaque 2 ans à Agadez. C'est des jeunes qui ne se connaissent pas, qui viennent de Tilaberi, des Dosso, des Tawa, des Inter. Et c'est les échanges qui se font autour de cette initiative. Et comme souvent, sport et culture vont de pair. Une collection spéciale sera présentée par le styliste nigérien Armata qui était présent à la conférence. Présence aussi remarquée de certains partenaires dont Niger Airlines, l'OIM, la Ligue de Niamey d'athlétisme ou encore le CCFN. Cette 3e édition sera en même temps, comme d'habitude, clôturée par notre grande soirée. Un grand éclat de moi qu'on invite tous les participants, plus de 1000 participants de GMT et des sous-régions sahariennes qui seront là. Il y aura le grand artiste international dénommé Bambino à mon côté. Comme à la coutume, Niger a toujours l'habitude de fidéliser les grands événements. Ce qui fait que dès que les organisateurs nous ont rapprochés, nous avons tenu à être présents dans le cadre de transporter les participants. Comme à chaque fois que ça se présente, nous transportons les participants, comme nous avons eu toujours à le faire au des grands événements. Depuis la première édition, tout comme beaucoup de partenaires, la fédération a été toujours présente à travers ce vigile. Elle a été à la première édition, à la deuxième édition et Inch'Allah, à la 3e édition, nous comptons aller avec encore un nombre plus élevé. Rendez-vous est ainsi pris pour la 3e édition du GMT à Agadez le 29 novembre prochain. Place à présent à notre chronique judiciaire qui traite cette semaine sur le thème plainte au pénal et ses suites. Suivant des explications avec Maître Ahmed Maman, il est avocat à la Cour. Très bonne réception. Plainte au pénal et ses suites. En fait, comme vous le savez, une société humaine est toujours en perpétuel conflit. À partir du moment où il y a des conflits, il y a des agissements des humains, des hommes, qui causent des préjudices à d'autres personnes et dont il appartient au juge pénal de sévir contre les contrevenants à la loi et en même temps réparer le préjudice subi par ces personnes. Donc c'est dans ce cadre, généralement, il arrive à certaines personnes de saisir le juge pénal, donc de porter plainte. Donc la question de savoir, la plainte au pénal et ses suites renvoie essentiellement à 3 questions principales. La première question, c'est celle de savoir qui peut porter plainte. La deuxième question, devant quelle autorité porter plainte. Et la troisième question, enfin, c'est de savoir quel sort peut être réservé à une plainte pénale. Donc, pour répondre à la première question, celle de savoir qui peut porter plainte, ou si vous voulez, en termes de droit, qui peut mettre en mouvement l'action publique,
c'est que là, c'est une question qui est réglée par l'article 1er du Code de procédure pénale et aussi les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. En tout cas, à travers l'article 1er du Code de procédure pénale, il est dit clairement qu'il appartient aux magistrats et certains fonctionnaires, en tout cas à qui la loi a reconnu ce pouvoir de mettre en mouvement l'action publique. Et donc, il faut entendre par là, quand on parle des magistrats et de certains fonctionnaires, donc il y a une catégorie qui a été listée par le Code de procédure pénale, notamment c'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique la police judiciaire, qui est aussi catégorisée par les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et notamment les autres fonctionnaires qui ont été aussi prévus par le Code de procédure pénale. Et au niveau des fonctionnaires, généralement, on parle de, quand vous prenez en matière des eaux et forêts, donc les agents des eaux et forêts, en matière douanière, les agents douaniers, à qui la loi a reconnu ce genre de pouvoir. Et de l'autre côté, en dehors de cette catégorie donc des magistrats et des fonctionnaires qui peuvent mettre en mouvement l'action publique, il y a aussi la partie lésée. La partie lésée, il faut entendre là toute personne, qu'elle soit morale ou physique. Donc quand on parle de personne morale, ça peut être l'État, ça peut être une société, ça peut aussi être une association, donc selon les cas. Et de l'autre côté, la personne physique qui peut aussi porter plainte, c'est comme vous et moi. Donc à partir du moment où nous avions subi un préjudice suite à la commission d'une infraction, nous pouvons bel et bien saisir les juridictions compétentes pour pouvoir demander réparation. Relativement à la partie lésée, donc à la personne physique par exemple, qui peut porter plainte, c'est que l'article 5 du Code de procédure pénale a clairement indiqué qu'à partir du moment où la personne lésée a le choix entre saisir les juridictions civiles ou saisir les juridictions pénales, mais à partir du moment où la partie lésée a choisi de saisir les juridictions civiles, c'est qu'elle perd son droit d'aller vers les juridictions pénales. Donc à partir du moment où vous portez votre affaire devant les juridictions civiles, vous ne pouvez plus revenir à la charge pour encore saisir les juridictions pénales. Là, c'est l'article 5 du Code de procédure pénale qui le prévoit. La deuxième question est celle de savoir devant quelle autorité porter plainte. C'est une question fondamentale et essentielle à partir du moment où ça nous permettra de savoir devant quelle autorité se diriger si on a une plainte à déposer. Donc à ce niveau, il y a également d'abord devant les unités d'enquête, il faut entendre par unité d'enquête que ce soit la police ou la gendarmerie. Donc le Code de procédure pénale, effectivement, il a clairement indiqué que ces unités peuvent toutefois recevoir les plaintes et les dénonciations. Donc, mais à partir du moment où elles reçoivent, ces unités d'enquête reçoivent des dénonciations ou des plaintes, elles ont l'obligation sans délai d'informer le procureur de la République, parce que comme vous le savez, le procureur de la République, c'est lui qui dirige l'enquête, c'est lui pratiquement le chef de ces unités d'enquête en matière judiciaire. Donc elles doivent lui rendre compte au fur et à mesure. Donc à partir du moment où elles reçoivent des plaintes ou dénonciations, elles doivent obligatoirement l'informer sans délai. Donc en dehors de ces unités d'enquête devant qui on peut toutefois porter plainte, on peut directement se diriger vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Donc le procureur de la République, effectivement, c'est le Code de procédure pénale qui dit clairement à son article 39 qu'il reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie les suites ou la suite à leur donner. Donc à partir du moment où il est aussi reconnu ce droit de recevoir les plaintes et les dénonciations et de leur donner des suites, vous pouvez vous diriger directement vers le procureur de la République pour pouvoir porter plainte. Il arrive aussi au procureur de la République, par exemple, de classer sans suite une plainte, et quand vous êtes mécontent et que vous estimez que c'est à tort qu'il a pris cette décision, vous pouvez saisir un juge d'instruction
pour porter plainte. Donc c'est ce qu'on appelle plainte avec constitution des parties civiles. Généralement dans la pratique ici, ce que nous faisons, après un classement sans suite, quand vous estimez que les éléments sont là, vous continuez votre procédure, vous saisissez le doyen de juge d'instruction avec une plainte en bonne et due forme pour pouvoir instruire l'affaire et puis renvoyer l'affaire devant le juge. Et de l'autre côté aussi, il existe d'autres autorités devant qui vous pouvez porter plainte en dehors de ces trois catégories. Je veux parler par exemple le cas de la Halcia sur des infractions bien déterminées, notamment en matière de corruption et les infractions assimilées. J'ai parlé de la troisième question à laquelle renvoie ce sujet. C'est notamment relativement au sort qui peut être réservé à une plainte pénale. Le sort qui peut être réservé à une plainte pénale, c'est à des niveaux différents. Le premier niveau, par exemple, à partir du moment où le procureur de la République reçoit une plainte, que ce soit directement ou bien après une enquête préliminaire au niveau d'une unité d'enquête, il a le choix soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Mais à partir du moment où il décide de ne pas poursuivre, il fait ce qu'on appelle un classement sans suite. Par exemple, quand il estime que même quand l'infraction est constituée, il n'est pas opportun de poursuivre, il peut toutefois classer sans suite. Et quand il estime que les faits pour lesquels, en tout cas, il a été saisi ne constituent pas une infraction, il peut aussi décider de classer sans suite. Maintenant, de l'autre côté, quand il décide de poursuivre, là, la loi aussi, le code de procédure pénale a catégorisé le mode de poursuite. Il peut toutefois poursuivre en flagrant délit, ce qu'on appelle dans notre jargon FD, flagrant délit, quand les faits sont constants, où on n'a pas besoin de diligenter une instruction ou l'ouverture d'une information. Là, il saisit directement, il expédie, c'est ce qu'on appelle une procédure expéditive. Donc là, on renvoie directement le mis en cause devant le tribunal de flagrant délit pour y être jugé. C'est la première voie. La deuxième voie, c'est celle qu'on appelle la citation directe ou la voie CD, si vous voulez. Donc là aussi, le procureur a le choix de citer directement le prévenu devant le tribunal pour être jugé. C'est dans ce genre de cas, généralement, vous voyez, par exemple, nonobstant le fait que la personne mise en cause a été poursuivie, mais on la laisse en liberté parce qu'elle a été citée directement, le procureur a jugé utile de ne pas lui décerner mandat. Donc voilà la deuxième catégorie. Le troisième mode de poursuite qui revient au procureur d'en décider, c'est l'information. Par exemple, là, quand les faits sont complexes, ou par exemple en matière criminelle, où c'est obligatoire d'ouvrir une information, le procureur de la République qui reçoit la plainte, qui l'examine, qui l'apprécie, il ouvre une information à travers ce qu'on appelle le réquisitoire introductif pour saisir un juge d'instruction qui, lui, il a la charge d'instruire à charge et à décharge pour chercher à rétablir les faits, à connaître la vérité. Donc, c'est un mode aussi qui est reconnu par notre loi de saisir un juge d'instruction par voie d'information. Et de l'autre côté, il y a une réforme qui a prévu ce qu'on appelle la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Et ce qu'on appelle sous d'autres toits le plaider coupable. Et là, c'est une proposition qui est faite généralement par le procureur au prévenu, qui accepte de reconnaître préalablement les faits qui lui sont reprochés. Le procureur lui fait une proposition de diminution de peine. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle réforme, mais dans la pratique, jusque-là, ni le parquet, encore moins les parties, n'en font usage. Donc voilà par rapport à la deuxième question. Maintenant, relativement à la question sur le sort devant, par exemple, le juge d'instruction. Parce qu'après, le parquet, le ministère public, une fois que l'information est ouverte, la plainte peut connaître aussi une suite devant le juge d'instruction, qui peut souvent être amené même à refuser d'informer par ordonnance de refus d'informer. Quand il estime que les faits ne sont pas du tout sérieux, il peut toutefois refuser par ordonnance motivée, donc par une ordonnance de refus d'informer. Et de l'autre côté, quand il accepte de faire l'instruction conformément à la loi, c'est que là aussi, il lui appartient, à partir du moment où il a posé tous les actes nécessaires d'instruction, de tirer une conclusion. Soit de prendre une ordonnance de non-lieu, par exemple quand il estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes qui peuvent être retenues contre l'inculpé,
là, il prend une ordonnance de non-lieu. Donc, du coup, là, la plainte que vous avez déposée à partir du moment où il y a une ordonnance de non-lieu, elle ne saurait prospérer. Vous ne pouvez pas demander de dommages-intérêts, vous ne pouvez pas gagner quelque chose à partir du moment où il y a un non-lieu qui a été ordonné par le juge d'instruction. Et de l'autre côté, il peut toutefois aussi constater que l'infraction est établie, qu'il y a assez de charges, des charges suffisantes contre l'inculpé, et là, il prend une ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi veut dire qu'il prend une ordonnance qui renvoie l'inculpé devant le tribunal pour être jugé pour les faits qui lui sont reprochés. Donc c'est devant ce tribunal que vous pouvez toutefois formuler votre demande en tant que plaignant ou en tant que partie civile. À partir du moment où on vient devant un tribunal chargé de nous juger, et si le juge ou le tribunal estime que les faits ne sont pas établis, soit l'inculpé ou l'accusé selon les cas est relaxé, acquitté ou est renvoyé pour fin de poursuite, pour fait non établi, s'il est acquitté ou relaxé, c'est que votre demande ne peut pas aussi prospérer parce qu'il y a une corrélation normalement entre le préjudice et la plainte pour pouvoir déterminer les dommages et intérêts. Donc à partir du moment où le prévenu ou l'accusé est relaxé, acquitté, vous ne pouvez pas prétendre à des dommages et intérêts en tant que plaignant. Maintenant, de l'autre côté, si la juridiction pénale estime que les faits sont avérés et qu'elle déclare coupable le prévenu ou l'accusé selon les cas, c'est que là, il est possible pour vous de vous constituer partie civile et de demander de dommages et intérêts par rapport au préjudice que vous avez connu. Deux fois, il faut retenir aussi, il y a certains obstacles qui viennent entraver une plainte ou qui viennent mettre à mal une plainte. Je voulais parler de certains éléments qui peuvent éteindre l'action publique. Je veux parler de la prescription. Par exemple, pour des faits criminels, c'est 10 ans. Après 10 ans, vous ne pouvez pas saisir pour des faits criminels une juridiction pénale. Votre action, elle est prescrite. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre devant une juridiction pénale. De l'autre côté, si c'est en matière correctionnelle, c'est 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de ce moment, vous plaindre aussi devant des juridictions pénales pour des faits délictuels. Et pour des faits contraventionnels, pour une contravention, c'est 1 an. Donc la prescription, et c'est un obstacle pour une plainte devant une juridiction pénale. En dehors de la prescription, il y a aussi l'amnistie. À partir du moment où les autorités compétentes décident d'amnistier les personnes à qui, en tout cas, sont reprochés des faits, donc l'amnistie aussi entrave toute plainte relativement aux faits reprochés. Donc de l'autre côté aussi, on peut parler de la transaction, parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il est reconnu à certaines autorités, à certains fonctionnaires de transiger, par exemple en matière douanière, pour les eaux et forêts. Là, la loi leur accorde ce pouvoir de transiger. À partir du moment où il y a une transaction qui a été constatée, donc là aussi, on ne peut plus poursuivre, ça met fin à l'action publique. Donc il y a aussi l'abrogation de la loi. À partir du moment où la loi qui incriminait les faits est abrogée, c'est qu'en ce moment, on ne peut pas aussi poursuivre les faits ou les personnes à qui, en tout cas, on reproche des faits. Donc, c'est aussi un obstacle pour qu'une plainte puisse prospérer. En dehors de ces catégories ou de ces cas, on peut aussi évoquer le retrait de plainte. Et c'est surtout par rapport à ce cas que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, j'ai retiré ma plainte, mais bon, voilà. Pourtant, le procureur continue encore la procédure. Les gens n'arrivent pas, ou les justiciables n'arrivent pas à comprendre véritablement le sens du retrait de plainte. Et dans quel cas le retrait de plainte peut emporter ou peut mettre fin à l'action publique. C'est dans des cas bien déterminés. Il s'agit notamment en matière de délits privés. Par exemple, des questions de diffamation, d'atteinte à l'honneur, dénonciation calomnieuse, adultère. Donc dans ces genres de délits privés, quand vous portez plainte, le procureur poursuit. Quand vous ne portez pas plainte, le procureur même ne peut pas poursuivre. Et quand vous décidez de retirer votre plainte, le procureur ne peut plus poursuivre. Mais en dehors de ces catégories de délits privés, dans les autres cas, en tout cas des infractions de droit commun en matière d'escroquerie et tout ce qui s'ensuit, c'est que là, même quand vous retirez votre plainte, ça n'a aucun effet
sur la poursuite. Le procureur peut décider de passer outre et de poursuivre parce que là, il s'agit d'une atteinte, en tout cas, à la société. Ce sont des faits qui portent atteinte à la société. Donc voilà, en grosso modo, si vous voulez, certains obstacles qui peuvent entraver le cours normal d'une plainte. Et peut-être même, si on voit loin, on peut aussi évoquer la question de certaines immunités qui sont reconnues à des personnes bien déterminées, notamment l'immunité familiale. Par exemple, un père qui reproche des faits de vol à son enfant ne peut pas saisir des juridictions pénales pour demander à ce que la juridiction pénale condamne son fils pour fait de vol, parce que son fils est protégé par une immunité familiale. Et de l'autre côté, par exemple, quand vous prenez le cas des députés, où il faut obligatoirement toute une procédure de levée d'immunité pour pouvoir les atteindre, mais là aussi dans des cas bien déterminés, ou des ministres, où il faut une autorisation du gouvernement, ou certains privilèges qui protègent certaines fonctions ou certains fonctionnaires. Et je trouve que quand même, c'est des éléments qui font en sorte que souvent, des plaintes ne peuvent pas prospérer ou ne peuvent pas en tout cas aboutir à leur finalité.